réunion. Et puis je laisse la parole, je ne sais plus qui c'est, des co-présidents de la commission agricole de la communauté de communes, Jean-Marc Fabre, maire de Castanet, et Bernard Carnès, maire de Domagnac. Et pour conclusion, on donnera à la présidente de la communauté de communes de conclure. Elle aura le temps de préparer son discours pour le service. À toi, Jean-Marc. Et Bernard. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette belle commune de Gramont avec cette belle salle. Je remercie le maire de Gramont de nous prêter la salle. Merci aussi à Sophie de Vienne d'avoir accepté de participer à cette conférence. Voilà, merci. Et merci aussi à cette conférence a lieu, c'est aussi grâce à comment on appelle ça, le groupe de Cambolasé et son affiliation représentée par Bernard Casal, voilà, qu'on remercie de cette initiative. Voilà. Donc je vais passer la parole à Bernard qui va nous faire un peu la présentation de la soirée et de l'action qu'on a menée. Et après peut-être Bernard nous donnera un petit mot sur le groupe de Cambolasé. Voilà. Merci. Voilà. Bon, merci Jean-Marc. Moi il faut que j'écrive quelques mots parce que... Voilà. Bien. Bonsoir à tout le monde. Je me dois dans un premier temps, comme l'a dit Jean-Marc, de vous remercier que vous êtes rendu disponible pour cette conférence animée par Madame Sophie de Vienne, que je laisserai se présenter un peu plus tard. Bon, pour résumer un peu toutes nos actions qu'on a faites jusqu'à maintenant, il faut savoir que depuis début 2022, nous formons un groupe de personnes qui ont pris à cœur la problématique de l'agriculture locale. Pour ce faire, avec l'aide du Centre social et culturel du pays Ségali, des élus référents de la communauté de communes, Jean-Marc et moi-même, des techniciens de la Chambre d'agriculture, des techniciens de la MSA et de l'ARDA, ainsi que le groupe de Cambolasé, comme on dit, que Jean-Marc a cité avec l'association, je rajouterai, sur les civilisations. Nous travaillons sur le programme Ségala Vivant, Ségala Paysan. Une des raisons majeures de nos actions est surtout l'importance que revêt l'économie agricole sur notre territoire, avec, comme dans tous les domaines, des atouts et des faiblesses. Mais un point important revient à notre attention, l'installation des jeunes et la transmission des exploitations agricoles. Tout au long de cette période, dans un premier temps, avec l'aide des étudiants du BTS de la Roque, nous leur avons confié une étude sur les agriculteurs âgés de plus de 50 ans pour savoir ce qu'ils pensaient de l'agriculture par rapport à la transmission future. Je ne vais pas débattre aujourd'hui de ce qu'il a été fait, mais en résultat de l'étude qui a été faite, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'un tiers des agriculteurs enquêtés nous ont dit non, mais nous, on a la succession assurée parce que c'était le fils qui reprenait, le cousin et tout, la succession a été assurée. Un tiers des autres agriculteurs n'avaient pas la succession assurée, mais se posaient vraiment la question et avaient fait des démarches auprès des organismes habilités. Par contre, un tiers de ces agriculteurs de plus de 50 ans ne se posaient pas la question. Donc ils étaient droits dans leur vote et ils disaient ah mais non, nous ça ne nous intéresse pas, nous on continue, on est droit dans nos votes, on va continuer parce qu'on en a besoin. Voilà un peu les réponses que je peux dire par rapport à cette étude qu'avaient fait les étudiants. Nous avons vu aussi une conférence avec un chercheur sociologue, Dominique Lataste, dont la conférence était intéressante, mais le résultat, ce que je peux dire, c'est que quand on questionne un agriculteur, bien souvent il dit mais la reprise, c'est les capitaux, c'est ci, c'est là. En fait, il nous a donné à réfléchir et à nous dire voilà, les gars, remettez-vous en question. Il y a peut-être plus que les capitaux à revoir. Voilà un peu les conclusions que moi j'en ai retirées. Ensuite, il y a eu le spectacle Vacarme à Kamjak, qui a été apprécié de tout le monde.
Et durant l'année 2023, depuis le printemps 2023 et durant la période estivale, il y a eu l'exposition JR d'une centaine de portraits d'agriculteurs du territoire, une action très appréciée par ceux qui ont été sur la photo, mais en plus par rapport au public qui ont pu voir ces photos et qui se sont questionnés et qui ont dit ah oui, c'est très bien, l'agriculture, c'est le côté positif de l'agriculture. On va dans ce sens. Nous continuons aujourd'hui avec une conférence avec Sophie de Vienne et prochainement avec un spectacle à Bruxelles le 10 décembre avec, je ne me rappelle plus le titre, je sais. Tant qu'il y aura des Roby. Voilà. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que les élus que nous sommes, ou les représentants du territoire, de la Chambre culturelle MSA, l'ADA et compagnie, je veux dire qu'on est attaché à notre territoire et on sait que l'agriculture compte beaucoup pour notre communauté de communes. C'est une activité, je le rappelle, une activité économique. Et pour ça, depuis le début de notre mandat, avec Jean-Marc Fabre, on en est conscient et sachez qu'on va essayer de te faire le plus possible pour que demain, je sais qu'il y a des atouts au niveau de ce territoire, le maximum de jeunes puissent reprendre les exploitations. Mais voilà, il faut relever les défis. Et moi, personnellement, même Jean-Marc Fabre, quand on rencontre des jeunes, ou ne serait-ce que des étudiants, on sait très bien qu'ils ont la capacité, ils ont des envies, peut-être des envies différentes que les nôtres, mais il faut en tenir compte. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, mais je vais laisser la parole à Bernard, qui est à l'initiative quand même de la rencontre avec Sophie de Vienne. Merci. Je voudrais, au nom du groupe de Camboisé, que je viens de présider, remercier la communauté de communes d'avoir pensé à nous, faire le centre social, pour organiser cette conférence. Bon, d'abord, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le groupe de Camboulazé, ça parle à quelqu'un ici, on est au pays Ségali. Camboulazé, c'est le pays de Raymond Lacombe. Et l'association que je préside, le groupe de Camboulazé, elle a été créée par Raymond Lacombe en 2001. L'objectif de cette association que nous faisons perdurer, c'est qui est partie prenante de son civilisation au niveau national, qui lui-même avait créé le lendemain de la grande manifestation des terres de France qui a eu lieu à Paris. Ce pourquoi Raymond Lacombe avait créé cette association, et je crois que je tiens ici à le rappeler, c'est que pour lui, et comme pour nous qui avons poursuivi cette association, c'est une question de civilisation. Et nous avons besoin des agriculteurs, la société a besoin des agriculteurs, les agriculteurs ont besoin de la société, et Raymond Lacombe avait dit il faut que l'on échange en permanence, que l'on ne reçoive pas simplement entre nous, mais que nous souffrions à toutes les autres catégories professionnelles et qu'on fasse un pas vers les autres, vers la société. Et c'est dans ce sens que notre association s'est engagée à organiser des conférences que nous avons réalisées souvent avec les jeunes agriculteurs et le département de l'Aveyron. Et à cette occasion-là, il se trouve qu'en 2019, nous avions invité Sophie de Vienne, avec les jeunes agriculteurs, et c'est ainsi que j'ai proposé à l'équipe du centre social que ça pourrait être une bonne opportunité qui correspond en tout cas aux besoins demandés par la communauté de communes par rapport à l'installation des agriculteurs, sachant que au niveau du groupe de Camboisier, nous avons déjà, il y a quelques années, encadré une équipe d'étudiants urbanais qui avait fait une étude sur le pays Ségali, dont on peut se rappeler que ça a représenté, j'ai retenu ces chiffres de l'emploi, comme vous êtes en charge un petit peu, c'est que les emplois agricoles sur la communauté du pays Ségali, c'est 1700 emplois. Donc 1700 emplois, quand on les compare par rapport à la branche ardennaise, c'est quand même très très important, même pour nous.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que la transmission de ces exploitations agricoles et le maintien de la vitalité du milieu rural, des agriculteurs, de la production agricole, et puis avec tous les emplois afférents qui se tiennent à ça, c'est très important pour notre pays. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes très heureux que Sophie de Vienne ait accepté de venir. Et Sophie de Vienne, pour ceux je vais la laisser se présenter un petit peu, elle est prof à la Grande Paris. Et en plus, je crois qu'elle a, depuis cette année, la responsabilité de la présidence qui est nommée par le gouvernement. Oui. Comment on appelle ça? L'Observatoire des marges. Pour ceux qui connaissaient, quelquefois vous avez pu le voir, c'était Philippe Chalmer, vous avez pu le voir quelqu'un à la télévision, c'était lui qui présidait jusqu'à cette année. Et depuis cette année, c'est Sophie de Vienne. Donc, merci d'avoir accepté de venir. Alors, je voudrais ajouter qu'effectivement, le groupe de Caboulazé, on est aussi conscient qu'il faut partager avec les jeunes. C'est pour ça que demain, elle continue et elle reprend cette conférence au lycée de la Roque avec une équipe de plusieurs classes de la Roque. Et je dois remercier les profs de la Roque qui sont là ce soir. D'ailleurs, tout à l'heure, nous pourrons vous rencontrer pour voir si ça correspond à ce qu'ils souhaiteraient ou pas. Mais merci en tout cas aux profs de la Roque qui sont venus ce soir ici. Voilà. Donc, Madame de Vienne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité et vous dire que je suis venue avec beaucoup de plaisir ce soir, même si je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de terrain dans ces gars-là. Je vais faire une petite visite d'une exploitation agricole ce soir. Donc, je me présente, je suis donc Sophie de Vienne, je suis professeure dans une équipe qui s'appelle Agriculture comparée et développement agricole. Donc, historiquement, c'est une équipe qui avait été créée il y a longtemps par René Dumont. Et qui a comme objet d'étude les conditions et modalités du développement de l'agriculture dans différents pays du monde. Donc je travaille surtout sur la France, au travers d'encadrement de travaux d'étudiants et de mes travaux de recherche, et essentiellement basé, ça c'est vraiment l'héritage de René Dumont, sur du travail de terrain, c'est-à-dire sur énormément d'enquêtes chez les agriculteurs dans différentes régions de France. Et pas seulement chez les agriculteurs en activité, mais aussi des agriculteurs retraités pour essayer de comprendre l'évolution de l'agriculture, comprendre pourquoi elle a évolué de telle ou telle manière, et essayer de réfléchir en perspective d'évolution. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, c'est utile aussi d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture des États-Unis et la politique agricole américaine. Et mon idée, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'ils ont, on va dire, une longueur d'avance, sans mettre un jugement positif là-dessus, hein, mais en tout cas, ils sont allés plus loin en termes de surface par actif, d'équipement, etc. Et donc, aller voir ce qui se passe dans un pays qui est allé plus loin dans la robotisation, dans ça aide à réfléchir à ce que pourrait devenir notre avenir, et puis à ce qu'on a envie ou pas que ça devienne, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément, enviables dans ce qui se passe aux États-Unis, mais tirer ces leçons, ça nous permet de mieux réfléchir à notre propre agriculture. Alors, à côté de ça, j'ai travaillé aussi pas mal au Royaume-Uni, ce qui est très intéressant parce que là-bas, ce n'est pas du tout des exploitations familiales. Donc, ça permet aussi de réfléchir à l'avantage des exploitations familiales qu'on a encore la chance d'avoir en France. Et puis, j'ai travaillé aussi dans un certain nombre de pays, alors là, pour le coup, qui n'ont rien à voir, pas mal en Mongolie, en Haïti, au Vietnam. Donc voilà, j'ai une connaissance un petit peu de différentes agricultures du monde et ça aide aussi à prendre du recul par rapport à notre propre agriculture. Donc là, ce que je vais essayer ce dont je vais essayer de parler avec vous ce soir, c'est quelque chose d'un petit peu plus général, c'est-à-dire d'essayer de faire le bilan du développement agricole depuis les années 50, pas spécialement dans le pays de Ségaline, mais plutôt en général en France, essayer de comprendre les ressorts des transformations, essayer de comprendre comment elles s'enchaînent, essayer de voir la sanction économique de tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, notamment, vous l'avez dit, une grande préoccupation qui est la baisse du nombre d'agriculteurs et qui semble inéluctable. Enfin, le RGA est sorti l'année dernière, enfin,
Oui, les résultats sont sortis l'année dernière. J'étais à une table ronde de la présentation du RGA. Et c'est vrai que pendant toute la journée, on a parlé du recensement général agricole et personne ne s'est ému du fait qu'on avait encore perdu beaucoup d'agriculteurs. Je tiens à dire que, par exemple, le ministre de l'Agriculture des États-Unis a comme objectif de créer 150 000 emplois dans le secteur agricole depuis une dizaine d'années. On n'entend pas tellement le ministre de l'Agriculture français avoir ce type d'objectif, donc je pense que ça serait intéressant de se dire après tout, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ça? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes qui permettent de ralentir un petit peu ce mouvement? Et donc, du coup, je poursuivrai par la transition agroécologique et quelque part les opportunités qu'elle peut offrir en m'appuyant sur des travaux que j'ai eu l'occasion de réaliser ou d'encadrer dans différentes régions françaises. Et notamment, on a fait une étude aussi pour le ministère de l'Agriculture sur les systèmes herbagers, donc j'en parlerai aujourd'hui. Et puis enfin, là, depuis 3-4 ans, je travaille beaucoup dans toute la région du Sud-Ouest, autour du bassin d'Eau-Garonne, autour de l'irrigation et la place de l'irrigation dans l'évolution des systèmes de production, ce qui m'a amené à réfléchir beaucoup sur l'impact du changement climatique. Et du coup, la manière dont tout ça, ça peut être, ça doit être pris en compte pour comprendre quelle peut être l'évolution de nos systèmes de production. Alors on va revenir à un petit peu d'histoire, parce que l'idée, ça c'est aussi l'héritage de René Dumont, c'est de se dire qu'on comprend mieux où on en est aujourd'hui, et puis essayer d'envisager les perspectives d'évolution si on comprend d'où on vient, et si on fait un peu d'histoire. Donc là, ce que je vais raconter, c'est vraiment le fruit d'une réflexion sur la base de centaines d'enquêtes chez des agriculteurs retraités de différentes régions de France, et qui permettent en fait de tirer un certain nombre de comprendre le mouvement général qui s'est passé depuis les années 50. Alors, si on revient, je pense que c'est important, puis même pour réfléchir à l'agroécologie, parce que quelque part on entend parfois des agriculteurs à la retraite qui disent mais finalement, là ce que vous appelez agroécologie, c'est revenir à des principes que nous on avait mis en œuvre, sur lesquels étaient basés nos systèmes de production, et qu'on a un petit peu abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir aux années 50, mais en tous les cas c'est quand même les mêmes principes. Et ces principes, ils s'expriment par le fait que dans les années 50, quand on regarde n'importe quelle région française, puis c'est intéressant aussi de savoir que c'est pareil aux États-Unis, c'est qu'on avait des systèmes de polyculture élevage. C'est-à-dire que partout, dans toute la France, les gens associaient culture et élevage, mais au sein des systèmes de culture, eh bien, avaient des cultures diversifiées. C'est ce que la PAC essayait de faire aux agriculteurs aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait à la fois des céréales et beaucoup pour l'alimentation humaine, parce qu'on produisait son propre pain avec des échanges farine contre pain auprès du boulanger. Et ces céréales, en fait, elles tournaient en rotation avec des plantes sarclées, la betterave fourragère, le rutabaga, ça dépendait des régions, et puis des prairies artificielles, des légumineuses, qui permettaient de fixer l'azote. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y avait vraiment une logique agronomique de ces rotations, où on faisait alterner des cultures qui n'étaient pas sensibles aux mêmes maladies, pas sensibles aux mêmes prédateurs, qui avaient des rôles différents sur le plan agronomique, donc des profondeurs d'enracinement qui n'étaient pas les mêmes, qui pouvaient avoir des effets bénéfiques sur la structure du sol, par exemple les plantes sarclées, les betteraves, qui permettaient de lutter plus facilement contre les adventices parce qu'on les sarclait facilement, les prairies artificielles qui avaient un effet très bénéfique sur la structure du sol et qui apportaient de l'azote, et finalement les céréales à paille qui bénéficiaient de tout cela. Et donc on avait partout, et ce qui est très intéressant, parce que ça aussi c'est un peu les logiques de l'agroécologie, c'est qu'on voit que les rotations, elles différaient d'une petite région à une autre, et elles étaient adaptées aux conditions climatiques et de sol de chacune des régions. Et en fait, il y avait un équilibre entre ces cultures, donc complémentaires au sein des systèmes de culture, et puis les élevages, et avec un certain nombre d'élevages diversifiés. Et puis je dirais avec aucun gaspillage, parce qu'il y avait même on avait à la fois donc, les chevaux de trait qui étaient nourris sur la base de ce qui était produit sur les terres labourables, des vaches qui produisaient à la fois du lait et des veaux qui étaient engraissés. On transformait souvent le lait, le petit lait était donné au porc, l'eau de vaisselle allait au porc aussi, il n'y avait rien qui était perdu. Et puis les volailles aussi étaient élevées. Et tout ça, c'était dimensionné par rapport à la capacité de nourriture de l'exploitation et avec la valorisation des productions et des sous-produits de l'exploitation, avec des relations étroites, sachant que les élevages fournissaient la matière organique, et pas sous forme de lisier, mais bien sous forme de fumier, matière organique stable,
faite de carbone et d'azote, la paille et les déjections animales. Et ça servait à nourrir la famille, et puis on vendait des surplus avec une nature des surplus qui dépendait en fait de la taille des exploitations, de leur localisation. En Normandie, c'était plutôt des surplus de produits laitiers et de viande, dans le bassin parisien, de la viande ovine, mais aussi du lait dans certaines régions, et puis des céréales. Bref, ça dépendait des régions, mais en tous les cas, on voit qu'il y avait vraiment cette articulation et vraiment des systèmes de polyculture élevage, avec tous les bienfaits agronomiques qu'on essaye de réintroduire aujourd'hui et que la PAC essaye de réintroduire. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a perdu tout ça. Alors, l'agriculture, en fait, depuis les années 50, elle a connu deux révolutions agricoles, enfin, c'est un petit peu comme ça que moi je les interprète, une qui a démarré dans les années 50 et puis une autre qui est en cours là, depuis le début du XXIe siècle. Et en fait, ces révolutions agricoles, c'est l'application à l'agriculture des révolutions industrielles. Et la révolution des années 50, c'est la révolution des 30 glorieuses. Donc c'est l'industrie du travail, le machinisme, c'est en gros basé sur le pétrole, donc le moteur à explosion et puis la chimie. Et dans le secteur agricole, ça se traduit par la motorisation agricole, puis la motomécanisation, et puis la pétrochimie, c'est l'utilisation des engrais, enfin c'est engrais, herbicides, les hormones, les produits phyto et zoosanitaires. Et donc c'est la manière dont cette révolution industrielle va s'appliquer au secteur agricole. Et en gros, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va adapter le matériel biologique avec lequel on travaille pour l'utilisation de ces intrants. Donc ça veut dire qu'on va avoir une sélection génétique de plus en plus confiée à la recherche et qui va s'intéresser à essayer d'adapter ce matériel biologique aux intrants et au matériel, d'avoir des animaux qui supportent les machines, d'avoir du blé qui n'égrène pas spontanément quand on passe avec la moissonneuse-batteuse. Donc ça, c'est l'adaptation au matériel, mais aussi l'adaptation aux intrants, c'est-à-dire des plantes qui sont capables de valoriser des doses d'azote de plus en plus importantes, des animaux qui sont capables de valoriser une alimentation de plus en plus riche. Et donc ça va aller de pair, et on cherche à adapter ce matériel biologique à ces nouveaux moyens de production qui arrivent. Et en même temps, ces nouveaux moyens de production, on va essayer de mieux les valoriser en adoptant les écosystèmes. Et donc on va perdre un petit peu tout ce qu'on essaye de retrouver aujourd'hui aussi, c'est-à-dire des écosystèmes qui ont des capacités intrinsèques qui étaient diversifiées, avec des haies, différents types de cultures, une biodiversité très riche. Et l'idée, c'est là de se dire, quelque part, c'est la pensée, je pense, qui prédominait dans les années 50, qu'avec tous ces nouveaux moyens de production très modernes, on allait s'affranchir de bon nombre de contraintes de la nature, parce qu'on avait les produits chimiques pour, on avait les machines, et on va adapter les écosystèmes pour l'utilisation de tout ça. Et ce n'est pas les agriculteurs qui vont faire ça tout seuls, c'est tout le système, tout l'appareil de vulgarisation, avec des subventions d'État, bien souvent, qui vont se faire pour agrandir les parcelles, avoir des machines de plus en plus grandes, pour subventionner le drainage, y compris dans les fonds de vallée, où aujourd'hui on hurle, mais on a quand même subventionné pendant des années le drainage des fonds de vallée pour pouvoir les cultiver. Le développement d'irrigation, tout ça, ça a été largement subventionné par les pouvoirs publics et c'est absolument pas possible de dire que c'est de la faute des agriculteurs. Je veux dire, c'est vraiment les agriculteurs, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire et ce que la recherche, en quoi les a poussés. Et c'est tout un mouvement, et je dirais, qui participe de cette révolution des 30 glorieuses. On avait l'impression finalement que tout était possible et où il fallait nourrir la France aussi, parce que la France n'était pas autosuffisante. Et où l'impératif donné aux agriculteurs, c'était de produire plus. Et cet impératif, en fait, il n'a jamais tellement changé jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, comment est-ce que les agriculteurs vont modifier les systèmes de production qu'ils mettent en œuvre? Eh bien, ils vont adopter des équipements plus performants. Et en gros, on regarde n'importe quel secteur de l'agriculture, n'importe quel type de production, il y a des équipements plus performants qui arrivent tous les 10 ans sur le marché.
des tracteurs de plus en plus puissants, puis c'est des moissonneuses-batteuses qui vont être de plus en plus larges, les systèmes de semi-combinés par exemple, on va voir tout ça avec les grandes cultures, mais il y a toujours des équipements qui permettent d'aller plus loin et qui permettent à un agriculteur de s'occuper d'une plus grande surface, de s'occuper d'un plus grand nombre d'animaux. Et du coup, les agriculteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont progressivement adopter ces moyens de production de plus en plus performants, du moins ceux qui ont les moyens d'investir dans ces équipements. Et pour pouvoir les rentabiliser, parce que ça coûte cher d'investir dans un nouveau bâtiment d'élevage, ça coûte cher d'investir dans tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc., eh bien, on va se spécialiser pour essayer d'utiliser, de rentabiliser cet équipement sur la surface la plus grande possible. Et en fait, on peut le faire parce qu'on peut se passer des complémentarités entre culture et élevage, parce qu'on a un certain nombre d'intrants qui vont remplacer toutes ces complémentarités qu'on avait au sein du système de polyculture élevage. Donc on n'a plus besoin du fumier, croit-on, dans un premier temps, parce qu'on a les engrais, mais les engrais, ça ne remplace pas la matière organique. Les produits phyto et zoosanitaires vont permettre de raccourcir les rotations, de revenir plus souvent sur les mêmes cultures. Les aliments du bétail, de s'affranchir de la surface qu'on a pour développer un bétail plus important. Et donc, on va réaliser cette spécialisation pour rentabiliser ces investissements parce que c'est possible et que c'est nécessaire économiquement. Et du coup, le maître mot du développement agricole, et c'est encore vrai aujourd'hui, quand un agriculteur a du mal à s'en sortir financièrement, tout le monde lui dit il faut produire plus, il faut avoir plus de surface, il faut s'agrandir, il faut avoir un troupeau plus important. Et c'est une espèce de course à l'échalote qui commence dans les années 50 et qui va pas s'arrêter. Et cet accroissement, moi j'appelle ça la productivité physique du travail, que je vais distinguer de la productivité économique, donc de la valeur ajoutée, de la richesse créée. C'est-à-dire qu'on va, le maître mot, ça sera produire plus par actif. C'est vrai dans l'industrie, ça sera vrai aussi dans l'agriculture, et ça va être nécessaire pour rentabiliser les investissements, et donc tout ça, ça va donner des transformations qui sont cohérentes, moi j'appelle ça systémique. Mais ça veut dire que les transformations que vont opérer les agriculteurs, elles ont une logique et elles vont être très bien coordonnées. Et c'est bien pour ça qu'on a du mal à sortir de ça d'ailleurs aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir un produit miracle qui va permettre de sortir tout le monde de ce mouvement. Et je dirais que ce qui est important, c'est que ce mouvement-là, il est soutenu par la politique agricole. Il va être soutenu par la politique agricole française. C'est la loi d'orientation des structures au début des années 60. On va encourager le départ des agriculteurs proches de la retraite pour permettre l'agrandissement des exploitations restantes, la PAC, avec des aides qui vont être proportionnelles à la surface. Elles sont d'abord proportionnelles au prix, puis après elles sont proportionnelles à la surface. Elles poussent aussi dans ce sens-là. Et puis parfois l'aval va s'y mettre aussi, quand par exemple la laiterie décide de ne plus collecter les plus petits producteurs de lait. Elle participe aussi à ce mouvement-là. Donc c'est vraiment l'ensemble du secteur qui s'y met. Alors si on regarde un petit peu plus près ce qui se passe par exemple en grande culture, eh bien je pense que c'est vraiment important et je pense que du coup les citoyens qui ne sont pas agriculteurs, ils ont du mal à comprendre que tout ça c'est en fait cohérent, ça fait partie d'un tout et que c'est vraiment si on veut sortir de tous les aspects négatifs de toutes ces transformations que je vais essayer de présenter tout à l'heure, eh bien, c'est pas juste une chose qu'il faut changer, c'est bien toute une logique. Et ce qui se passe, c'est que là, le maître mot accroissement du volume produit par actif, et bien, par exemple, les exploitations qui vont se spécialiser en grande culture, elles vont combiner différents leviers pour essayer d'accroître ce volume par actif. La première chose, c'est l'augmentation de la surface par actif, donc par exploitation agricole. Alors, pour pouvoir accroître sa surface, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des exploitations qui disparaissent, parce que le foncier, ce n'est pas une ressource élastique. Donc, avec des équipements de plus en plus performants, on peut travailler des surfaces de plus en plus grandes, mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que ce qui participe de l'augmentation de la surface qu'un exploitant agricole peut cultiver, c'est aussi la simplification des itinéraires techniques. Et donc, quand on passe, par exemple, du travail avec labour, qui nécessite un certain nombre d'opérations culturales pour installer la culture,
un travail simplifié. On élimine déjà une tâche et donc dans la fenêtre disponible, on a moins d'opérations à faire et on peut travailler une surface plus grande. Et puis après, quand on passe au semi-direct, on peut encore plus simplifier le travail et du coup, avec le même équipement, enfin du moins avec l'équipement de semi-direct, s'occuper d'une surface qui est plus importante. Et ça nécessite évidemment d'avoir des herbicides, parce que quand on arrête de labourer, les parcelles sont plus sales, donc il faut utiliser un autre moyen pour nettoyer les parcelles. Deuxième levier, donc c'est à la fois la surface par actif, c'est à la fois les équipements, mais c'est aussi les itinéraires techniques et le recours notamment à un herbicide qui est sur le devant de la scène en ce moment, qui est le glyphosate, et qui participe aussi de ce mouvement d'accroissement de la productivité du travail. Deuxième levier, c'est la simplification et le raccourcissement des rotations. Donc on se spécialise, plus besoin des prairies, on va drainer même les prairies permanentes de fond de vallée, on abandonne les légumineuses et les plantes sarclées fourragères, et puis on va pouvoir raccourcir ces rotations et revenir plus souvent sur les mêmes cultures, parce qu'on a des herbicides, parce qu'on a des produits phytosanitaires, et dans certaines régions, ça va devenir la monoculture, le sud-ouest étant assez caractéristique de la monoculture de maïs. Donc il y a des parcelles qui, depuis 40 ans, n'ont pas vu une autre culture que le maïs. Et les autres plantes qu'elles ont pu voir, c'est les plantes de couverture qui sont obligatoires pour la diversification des rotations de la PAC. Autre levier plus connu, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est l'augmentation du rendement par hectare, c'est la sélection génétique, c'est le recours à des semences de plus en plus achetées et de moins en moins fermières, c'est le recours au drainage, à l'irrigation, en particulier pour le maïs, mais c'est aussi les engrais, les raccourcisseurs pour les céréales, et puis le fait qu'on va mieux gérer les adventices et puis les maladies avec tous les produits phytosanitaires. Et donc la logique derrière en grande culture, c'est un capital fixe qui est toujours de plus en plus important par actif et qui pose de graves problèmes aujourd'hui pour la reprise d'un certain nombre d'exploitations, et un recours important aux consommations intermédiaires, en particulier les herbicides. Donc on voit bien que voilà, on accroît le volume, mais au prix d'investissement important en capital et en avenir. Si on regarde les perspectives d'évolution, eh bien, on a une nouvelle révolution qui est en cours, qui a démarré depuis le début du XXIe siècle en France, qui est l'application de la révolution technologique, des techniques de l'information et de la communication, les TIC, et puis qui s'accompagne aussi des avancées dans le domaine de la biologie avec les biotechnologies. On n'y est pas encore en France, mais par exemple aux États-Unis, on y est. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, on a encore des perspectives d'accroissement de la surface qu'un actif peut tenir. On est loin d'être arrivé au maximum. Si on regarde aux États-Unis, en fait, si on combine, je travaille beaucoup dans le Corn Belt, dans les zones où on produit du maïs et du soja au sud des Grands Lacs, les exploitations les plus performantes, enfin celles qui ont les équipements les plus performants, elles ont des tracteurs de 560 chevaux, elles ont des semoirs, j'en ai mis une photo juste derrière, de 48 rangs qui permettent de semer 40 hectares à l'heure. La surface moyenne de l'exploitation française, c'est 70 hectares, donc ça donne un petit peu une idée. Et puis, John Deere vient de sortir son premier tracteur autonome aux États-Unis en 2022, qui fait qu'il n'y a plus besoin de personne, il n'y a plus besoin de pilote dans la machine. Tout ça, c'est un GPS. Mais je dirais que ce qui est important, alors, il y a aussi tout ce qui est drone pour la lutte des adventices qui commence et qui permet du coup de ne pas épandre des herbicides sur toute la surface, mais juste là où il y a les adventices qu'on veut détruire. Donc tout ça, ça représente un niveau d'investissement colossal par actif, et nous on n'y est pas encore, mais les tracteurs dont je suis en train de vous parler, là, c'est les 560 chevaux, c'est 3 fois 4 roues motrices, 4 fois 3 roues motrices articulées. Et c'est même pas en vente sur le marché français, quoi, parce qu'il n'y a personne qui pourrait investir dans des trucs pareils. Pardon ? Et l'autre élément qui est très important aussi, c'est les OGM. Alors, pourquoi est-ce que les OGM, ça participe aussi de l'augmentation de la surface par actif ? Eh bien parce que les variétés qui sont résistantes aux herbicides totaux vont permettre de simplifier encore plus le travail. Parce qu'en fait,
On fait en un seul passage la destruction des adventices à l'avant avec le glyphosate, et maintenant on est obligé de mettre d'autres herbicides parce que ça commence à résister sérieusement au glyphosate. À l'arrière, on met le semoir, l'engrais. La culture est en place en un seul passage, puisque la culture résiste au glyphosate à la différence des adventices. Derrière, dans les 15 jours qui suivent, on fait un passage de glyphosate et c'est terminé. Et donc, du coup, eh bien, aux États-Unis, munis de tous ces équipements, etc., en gros, un actif à lui tout seul peut tenir 800 à 1000 hectares en maïs soja. C'est rarement un actif pour 800 à 1000 hectares, c'est plutôt 2 actifs sur 1500 à 2000 hectares. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Et ce qu'on voit, en fait, en France, c'est qu'on n'a pas d'exploitation aussi grande, je veux dire, toute seule. Mais en revanche, on commence à voir apparaître dans les régions de grande culture des nouvelles formes d'organisation de la production, des entreprises, des entrepreneurs de travaux agricoles qui travaillent sur 1000, 2000, 3000 hectares. Il y en a même qui travaillent, spécialisés, travaillent à façon en agriculture biologique sur 1000 hectares. Moi, il faut qu'on m'explique l'agriculture biologique sur 1000 hectares. Je ne comprends pas très bien de quoi on est en train de parler, mais on est vraiment sur des... On n'est plus du tout dans l'observation, etc. Et on a des agriculteurs qui se rassemblent pour faire des coopératives d'utilisation de matériel en commun et qui vendent tout leur matériel, se mettent ensemble et se mettent ensemble sur 2000 hectares avec un matériel qui est adapté. Donc on voit qu'en France, ça commence avec des formes d'organisation qui sont un petit peu différentes et avec parfois des modalités d'organisation du travail qui ne sont pas très enviables. Quand vous avez par exemple des agriculteurs qui ont, je veux dire en zone intermédiaire, des agriculteurs qui ont 150, 200 hectares, qui n'ont pas de quoi investir dans le renouvellement de leur matériel, qui font faire à façon toute leur terre par un entrepreneur et qui vendent leur force de travail. Je dirais c'est l'ubérisation de l'agriculture, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre du travail salarié, ils vendent du travail de tâcheron. Moi j'ai un entrepreneur agricole qui travaille sur 2500 hectares dans les Deux-Sèvres, un jour qui m'a dit, pour moi l'avenir de l'agriculture c'est les tâcherons. Alors je dis, ah bon, les tâcherons? Alors elle me dit, bah oui, parce que c'est de la main-d'œuvre familiale, c'est moi qui vais mettre l'adjectif parce qu'il n'a quand même pas dit ça, autocorvéable à merci comme tout agriculteur familial, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas à la loi du travail, à la législation du travail, c'est pas 8 heures par jour, congé payé, machin, etc. Il prend du travail à la tâche, une quinzaine d'euros de l'heure, et c'est lui qui prête sa propre MSA, et il n'y a pas de charge sociale à payer pour l'entrepreneur. Donc, du coup, ça conduit à mettre un peu en doute ce qu'est le recensement agricole, parce que moi, je ne sais pas du tout comment se dépatouille le recensement agricole avec des déclarations en ligne devant son ordinateur pour raconter ce que je suis en train d'expliquer là. Et pourtant, c'est une réalité dans les zones de grande culture. Il y a certains départements où c'est vraiment particulièrement développé. Le département de Seine-et-Marne, pour ne nommer personne, est à la pointe de ce genre d'organisation. Ce qui veut dire que derrière, potentiellement, c'est un nombre d'agriculteurs qui va encore diminuer. Alors, ce qui n'est pas très réjouissant. Deuxième type de système de production, je prends des systèmes d'élevage bovin laitier. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais j'avais fait ma thèse sur les Pays-Bas et sur les systèmes de production du lait aux Pays-Bas. Et du coup, j'ai eu l'occasion de suivre un peu ça depuis. Et du coup, ça permet aussi de se rendre compte de jusqu'où ça peut aller. Alors, la même chose. L'objectif, ça a été d'accroître le volume produit par actif. Et puis on est parti là-dessus, et même avec les quotas, je veux dire, voilà, il s'agissait de récupérer des quotas à droite et à gauche, la logique n'a pas changé parce qu'on a mis des quotas. C'est devenu plus difficile, mais il n'empêche que ça continuait à être cette logique. Avec différents leviers là aussi. Le premier, c'est aussi des équipements plus performants. Donc des bâtiments d'élevage toujours plus performants. Avant, on distribuait à la fourche. Aujourd'hui, c'est le tracteur. On va voir, ça peut même être automatisé. On va le voir tout de suite après. Donc, diminuer le temps de travail pour alimenter les animaux, pour manipuler les déjections. Donc, toutes les opérations sont étudiées pour essayer de gagner du temps de travail. Là, les installations de traite, on est parti de la traite à la main pour arriver aujourd'hui au robot où finalement la traite, c'est plus vraiment le facteur limitant du nombre de vaches laitières par actif.
Et puis parallèlement, pour rentabiliser ces investissements, eh bien, on va chercher à accroître la production laitière par vache avec la sélection génétique. Mais la sélection génétique, elle ne fait pas tout. En face, il faut donner une alimentation de plus en plus riche. Donc des fourrages de plus en plus digestibles, de plus en plus denses, et des concentrés qui vont permettre d'accroître la production laitière par vache. Et puis, troisième levier, on va chercher à accroître, et ça va un peu de pair avec la richesse de l'alimentation, c'est on va chercher à augmenter le nombre de vaches laitières par hectare et d'unités fourragères produites par hectare. Et là, on va avoir différentes étapes. Première étape, d'ailleurs très largement impulsée par René Dumont, qui était au plan à l'époque dans les années 50, c'est ce qu'on appelle la révolution fourragère, c'est l'introduction des prairies temporaires. Tous les agriculteurs retraités parlent de cette phase où on a introduit les prairies temporaires dans les rotations pour avoir un pâturage de meilleure qualité, parfois en association, raies gras, trèfle blanc, c'était quand même, mais pas que, parce qu'il y a des recherches un petit peu dans toute la France pour trouver les prairies les plus adaptées. Puis progressivement, c'est aussi des techniques de conservation qui permettent d'avoir des fourrages plus denses avec l'ensilage, en premier ensilage d'air. Et Dumont disait déjà dans les années 50 que la France est un peu en retard sur l'ensilage, les pays du Nord ils faisaient ça depuis bien plus longtemps et que c'était très intéressant. Et puis dans les années 70, c'est le maïs qui va arriver avec des semences adaptées dans l'ensemble des régions françaises. Et puis ce maïs, il va être très intéressant parce que, à la différence des betteraves fourragères qui demandaient beaucoup de travail manuel, à la différence du foin qui est encore distribué à la main, mais le maïs, en fait, c'est entièrement automécanisable, depuis le semis jusqu'à la distribution aux animaux, à condition d'avoir des bâtiments adaptés, où on puisse rentrer avec le tracteur. Et puis, ce qui veut dire que ceux qui ne vont pas pouvoir sauter passer à l'étape des stabulations libres ne vont pas pouvoir en distribuer. Pour avoir distribué le maïs au panier à l'ensilage pendant mon stage d'exploitation agricole, je vois ce que c'est que de donner de l'ensilage de maïs dans une stabulation entravée. Et on voit bien qu'on ne peut pas baser l'alimentation là-dessus. Donc, des rendements élevés, une densité énergétique élevée, qui vont de pair avec la recherche d'augmentation de la production laitière par vache, ce qui signifie d'avoir des équipements de culture, parce que c'est une culture annuelle, ce qui nécessite d'avoir des bâtiments adaptés, je l'ai dit, et puis dans un certain nombre de régions, ça va nécessiter de drainer les terres, et les fonds de vallée humides là sont très propices, une fois drainés pour la culture du maïs, riche en matière organique, et puis dans certaines régions, ça va aller jusqu'à l'irrigation, pour pouvoir maintenir les rendements. Et du coup, on va retourner les prairies, on va abandonner petit à petit les prairies temporaires d'association. Et puis en fait, ce qu'on voit en France, et comme dans tous les pays d'ailleurs du Nord, c'est qu'on va passer du début des années 70 jusqu'à aujourd'hui à des systèmes fourragers qui sont de plus en plus dépendants du maïs. Donc au départ, c'est la ration d'hiver, ça remplace les betteraves et le foin. Ensuite, on va compléter en été, parce qu'il y a un petit creux en été, et puis ensuite on va compléter au printemps, alors que c'est le pic de croissance de l'herbe, parce qu'on va avoir des vaches à plus haut potentiel, et on va essayer de donner une alimentation plus importante, et puis pour aller jusqu'au zéro pâturage. Quand on va aux États-Unis aujourd'hui, les seules personnes qui ont des vaches qui sont dehors, alors la seule vache qu'on voit dehors aux États-Unis, c'est soit des vaches allaitantes, soit c'est des vaches laitières de gens qui sont en bio et en système alternatif. Donc toutes les autres sont en zéro pâturage et on leur amène l'alimentation donc à l'étable. Et puis ça va de pair avec tout ce mouvement en fait, de régression du pâturage. Il va de pair avec la recherche de rendement laitier de plus en plus important, la taille de troupeau. Plus on a des troupeaux importants, plus c'est difficile de les faire pâturer. On s'est agrandi éventuellement avec un parcellaire dispersé, donc du coup c'est pas facile. Et le mouvement général, c'est le recul de la place de la prairie et du pâturage. Et puis je dirais enfin que le robot de traite va aussi de pair avec ça, avec une régression du pâturage. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que certes, ça permet des augmentations de production, mais c'est un coût qui est très élevé en consommation intermédiaire, en intrants, puisque le maïs, c'est une culture annuelle, avec des semences, avec des engrais, etc., qu'il faut mettre chaque année. Et puis,
il est pauvre en protéines, donc ça veut dire qu'il faut acheter du tourteau de soja, et donc ça a un certain coût. Et donc au total, on peut dire la même chose, c'est-à-dire que l'accroissement du volume par actif, il repose sur un capital fixe de plus en plus important par actif, et des consommations intermédiaires de plus en plus importantes. La révolution agricole du XXIe siècle, alors elle a avancé presque plus vite en élevage qu'en culture, même si maintenant on y est quand même pas mal en culture, mais ça a démarré un petit peu plus tôt. C'est donc le robot de traite. Donc tout ce qui est les techniques de l'information et de la communication, c'est l'élevage de précision et l'automatisation. Donc c'est à la fois le robot, voire même le carrousel robotisé où on peut traire 800 vaches par exploitation. Ça, le premier carrousel de traite motorisé, je crois que c'était dans l'est de la France, il y a au moins 5 ans déjà. Et l'exploitant disait, moi je peux traire 550 vaches par jour avec 3 traites par jour et 800 avec 2 traites. Donc ça permet d'avoir des troupeaux nombreux. Évidemment avec un recul du pâturage, voire même une absence totale. Des mélangeuses distributrices automatisées, c'est pas ce qui arrivait sur les chèvres plus vite qu'avec les vaches, mais où là on ne passe même pas de temps à distribuer le fourrage. Et puis on a de plus en plus utilisation aussi de cette informatique pour avoir une alimentation de plus en plus adaptée à la vache, ça fait quand même un moment que ça existe. Et puis les puces électroniques qui permettent de détecter les chaleurs avec le repos, ce qui permet d'avoir une surveillance minimum sur le troupeau, mais ce qui représente un niveau d'investissement très élevé par actif. Et ça permet d'aller vers de très grands troupeaux en zéro pâturage. Et là, pareil, il peut y avoir de nouvelles formes d'organisation qui se mettent en place avec des gens qui se regroupent pour pouvoir investir dans ces équipements. Et puis du coup, ça va de pair avec une diminution du travail. Donc, et ça, je pourrais passer en revue chaque production agricole, et on voit que c'est vraiment ça qui se passe, et on est toujours sur une forme où, et ça, je dirais en plus, moi, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que ce que je vois aux États-Unis, parce que c'est un peu plus de recul sur toutes ces transformations, et bien on s'aperçoit que la productivité, le volume produit par actif, ça augmente plus vite depuis cette révolution avec l'informatique et les communications. Donc on n'est pas, enfin je veux dire, c'est assez inquiétant sur l'avenir de l'emploi dans le secteur agricole. Alors quelles conséquences économiques de ce développement agricole? Et là je vais prendre les résultats des comptes de la nation, de la branche agricole, de la ferme France, on va dire. Alors déjà, première chose, moi qui me semble très importante, alors malheureusement cette série, c'est parce que je suis paresseuse et que j'ai pas remis à jour, mais l'INSEE a arrêté de mettre cette série à jour qui pourtant me semble très intéressante. C'est la manière dont l'INSEE mesure l'accroissement de la productivité du travail dans les différents secteurs de l'économie, avec ce qu'elle appelle la productivité apparente brute du travail par branche, la valeur ajoutée brute en volume par actif, donc c'est hors prix, c'est d'essayer de voir quelle est la richesse créée en volume par actif, comment est-ce que ça s'accroît dans chacun des secteurs de l'économie. Et aux surprises, eh bien, c'est le secteur agricole où l'accroissement de la productivité du travail a été le plus rapide de tous les secteurs de l'économie. Ça, c'est pas quelque chose qui est clair dans la tête de tout le monde, parce que tout le monde est persuadé que ce côté exploitation familiale, là, fait que les gens regardent ça et se disent oh, bah, c'est un peu poussiéreux, une petite exploitation indépendante. En fait, c'est le secteur où l'accroissement a été le plus rapide. Et du coup, et vous voyez quand même, par rapport à l'ensemble de l'économie, c'est spectaculaire. Entre 1977 et 2015, on voit que sur l'ensemble de l'économie, c'est un accroissement de 50%. Pour l'agriculture, c'est une multiplication par 5. Alors, la logique, conséquence de tout ça, on va essayer de se poser la question de pourquoi. Mais d'abord, la conséquence. Mais la conséquence, elle est très claire. C'est qu'on a un ciseau des prix très défavorable au monde agricole. Et ça, c'est une machine à broyer de l'emploi agricole. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une évolution du prix des produits. Alors là, j'ai mis ça, pardon, j'ai oublié de dire, en monnaie constante. Hein, donc c'est hors inflation, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors là, il y a la petite augmentation, mais
ça va être un petit peu de courte durée, mais on voit que de toute façon, partout, ça augmente. On a des produits agricoles dont le prix en monnaie constante a tendance à diminuer, voire à stagner, et dans le même temps, les moyens de production qu'on mobilise de plus en plus pour accroître le volume que produit un actif agricole voient leur prix sans cesse augmenter, et en particulier le machinisme agricole. Alors du coup, cette expression n'est pas de moi, mais elle est de l'ancien professeur de la chaire Marcel Lazoyer. Il disait que dans un système comme ça, qui n'avance pas recule. C'est-à-dire que l'agriculteur qui ne bouge pas son exploitation agricole pendant toute sa carrière voit mécaniquement son revenu baisser. Et on lui dit, mais mon petit gars, si tu veux augmenter ton revenu, il faut produire plus. Et donc, mais qui peut produire plus? Ceux qui ont la capacité d'investissement, c'est-à-dire qui ont les moyens de reprendre des terres en fermage. Alors on va dire, reprendre des terres en fermage, ça ne coûte pas forcément très cher. Ah ben oui, mais le problème, c'est que pour les exploiter, il faut investir dans un équipement plus performant, dans un bâtiment plus performant. C'est toujours de plus en plus coûteux. Et donc, ceux qui n'ont pas les moyens d'investir, ils se retrouvent avec un revenu qui diminue progressivement, et puis résultat, le fils, il veut pas forcément, le fils ou la fille, ne veut pas forcément reprendre, on ne trouve pas de repreneur, et puis les terres vont partir à l'agrandissement. Et on voit que de l'autre côté, il y a bien un équipement qui existe, qui permet, toute une organisation du travail, qui permet à ceux qui ont les moyens de suivre cette course, de produire plus, en volume. Alors ça, j'avais mis cette courbe-là, mais on va peut-être la saucer. C'est juste pour montrer que... Pardon, excusez-moi, là, je ne veux pas que je touche... Là, ce qu'on voit, là, cette fois-ci, c'est les prix courants, et là, je ne peux pas enlever l'inflation parce que c'est les tout derniers. Mais on voit que c'est pour montrer que la petite embellie, là, que j'avais commencé à montrer, là, sur 2022, c'est déjà la chute, qui a déjà beaucoup démarré en monnaie courante, c'est-à-dire là, en tenant compte... je n'ai pas déduit l'effet de l'inflation, puisqu'on n'a pas encore le prix du PIB pour 2023, on n'a pas fini l'année. On voit déjà que les produits végétaux, c'est la chute. Les produits animaux résistent un petit peu mieux, quand même, ici. Mais les consommations intermédiaires, elles ont baissé beaucoup moins que les produits végétaux. Puis les machines et biens d'équipement, ça a poursuivi son accroissement. Et puis moi, je suis frappée de voir, j'étais en enquête les 2 derniers jours, et les agriculteurs n'arrêtent pas de répéter que le matériel a pris beaucoup d'augmentation ces dernières années. Et donc, voilà, le mouvement, il n'est pas prêt de se finir. Alors, du coup, le petit souci, c'est que pour accroître la productivité physique du travail, on a dit qu'on appuyait on essayait d'augmenter le produit brut, ce qui voulait dire plus de dépenses en intrants et en capital fixe, dont le prix augmente de manière défavorable par rapport aux produits agricoles. Ça permet du coup de créer de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, c'est la richesse créée par les agriculteurs. Puis derrière, pour arriver au revenu, on doit redistribuer un peu cette richesse avec les intérêts du capital. Si on n'est pas propriétaire de la terre, on reverse une partie. Si on n'est pas propriétaire du capital, on reverse une partie du gâteau sous la forme d'intérêts aux banquiers. Si on n'est pas propriétaire de la terre, une partie du gâteau aux propriétaires fonciers. Si c'est de la main-d'œuvre extérieure, on verse les salaires. Et puis enfin, il y a de l'injection de richesse qui vient d'autres secteurs de l'économie avec les subventions pour arriver au revenu. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne si on regarde l'évolution en euros constants de la production de la ferme France? Eh bien, on voit qu'en milliards d'euros de 2021, on voit qu'il y a eu un accroissement jusqu'à la fin des années 60. Les années 70, c'est le début de la spécialisation des exploitations agricoles, puis on voit que la production en valeur diminue. Alors là, il y a un petit sursaut des dernières années 2021-2022, mais sinon, en valeur, ça veut dire que l'évolution du volume n'a pas suffi à contrecarrer la baisse des prix, puisque en valeur, la production agricole, elle a diminué en monnaie constante. Pendant ce temps-là, la consommation d'équipement, elle n'a fait que progresser, les consommations intermédiaires se sont maintenues, et au total, on voit que le revenu de la branche agricole a baissé, la richesse créée aussi, et là, ça se stabilise depuis les dernières années, mais avec des à-coups très forts qui déstabilisent les exploitations agricoles
et qui sont liées au fait qu'on a une dérégulation de la PAC très nette, avec un soutien des prix qui est inexistant et juste des aides qui sont versées aux agriculteurs, et on se prend de plein fouet toutes les crises. Je dirais, dès que la Chine tousse, c'est la panique sur le marché du soja, la panique sur le marché du porc, enfin on est quand même vraiment soumis à tout ça. Et si on regarde la valeur ajoutée, alors moi j'aime beaucoup ce graphique qui montre, qui pour moi permet vraiment d'isoler l'efficacité économique de l'agriculture. Vous avez ici la part de la consommation de capital fixe, la part de la consommation d'intrants, et au sein du produit brut. Donc le produit brut c'est 100, on va de 1959 à aujourd'hui, et vous avez la richesse créée par la branche agricole de la France en pourcentage du produit brut. Ça veut dire, je vais essayer d'expliquer ça de manière plus claire, ça veut dire que dans les années 60, par rapport au produit, à la valeur du produit que produisait l'agriculture française, il y avait à peu près une dizaine de pourcents qui passaient dans l'usure du matériel, et puis environ 40% qui passaient, un petit 40% qui passaient dans les dépenses d'intrants. Ce qui fait que la richesse créée, c'était 55% du produit brut. Et avec ça, on payait le fermage, les intérêts, etc. Des années 70 jusqu'au début des années 2000, on est à plus que 35%. C'est-à-dire les processus de production, ils sont de plus en plus gourmands en capital et en intrants. Et donc, du produit brut créé, eh bien, il y a les 2/3 qui partent en intrants et en consommation de matériel. Et là, depuis le milieu des années 2000, on n'est plus qu'à 25% de richesse créée. Ça veut dire que 75% de ce que l'agriculteur produit passe dans les dépenses en matériel et en équipement. Et donc, il lui reste 25% pour payer son fermage, ses intérêts. Enfin, ça, c'est à l'échelle de la ferme France. Et ce qui est très intéressant, c'est si je fais ce calcul sur les exploitations laitières, par exemple, exploitation laitière, ensilage de maïs, tourteau de soja, etc., ben, on est sur les mêmes ratios. 20-25% de richesse créée par rapport aux produits. Les grandes exploitations céréalières avec matériel super performant, simplification du travail, etc., même ratio. 75-80% de la valeur du produit qui passe dans les dépenses pour produire. C'est juste les dépenses pour produire. Après, il faut encore payer les intérêts, etc., etc. Alors du coup, ce développement agricole, on dit qu'il n'est pas durable. Et souvent, quand on dit pas durable, on pense à l'environnement. Mais en fait, il n'est pas durable non plus sur le plan économique, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une érosion de la richesse créée, c'est une perte de l'emploi. Et quand on parle de perte de l'emploi agricole, enfin, je pense que ça a été bien dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est des campagnes qui sont de moins en moins vivantes. Et ça, c'est pas forcément souhaitable, parce que derrière, c'est tout plein d'emplois indirects et induits dans les campagnes qui sont extrêmement importants. Ce sont aussi des inégalités de développement, parce qu'il y a toujours des agriculteurs, enfin on n'arrête pas de dire qu'il faut restructurer, quoi. C'est-à-dire toujours des agriculteurs en trop pour que les autres puissent continuer à se développer. Donc ces inégalités, elles ne sont pas forcément faciles, elles sont entre agriculteurs d'une même région, entre les différentes régions. La société ne comprend plus rien, de toute façon, enfin, on ne comprend plus. Quand on discute, on se rend bien compte que l'agriculture, c'est un truc très mystérieux pour le citoyen de base. Et puis derrière, c'est une perte d'emploi, enfin, qui est quand même spectaculaire. On est passé, là c'est les statistiques, 1955, le total d'actifs permanents, on était à 6 millions d'actifs. Là, les derniers recensements, on est passé en dessous de la barre des 800 000. Et puis si on regarde les actifs familiaux, on est passé de 5,5 millions à 600 000 aujourd'hui. Donc c'est une diminution très rapide et qui se poursuit. Et puis évidemment, parallèlement à la diminution du nombre, ça s'accompagne d'une diminution du nombre d'exploitations agricoles, ça c'est les derniers recensements. On voit qu'on est passé d'1,6 million d'exploitations à 390 000 au dernier recensement, avec tous les bémols qu'on peut mettre par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, et puis avec une SAI moyenne qui ne cesse d'augmenter. Alors, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan économique et social, c'est pas tellement durable, perte de valeur ajoutée, perte d'emploi. Et puis c'est pas non plus très satisfaisant sur le plan de l'environnement. Et là, c'est vraiment quelque chose que la société met à l'index.
de manière un peu séparée du reste, alors que moi je pense qu'il y a vraiment intérêt à recoupler tout ça. C'est-à-dire qu'on assiste au fait que tout ce mouvement que j'ai décrit va de pair avec une simplification des agroécosystèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'on a de moins en moins de diversité à tous les niveaux dans les écosystèmes cultivés en France comme dans tous les pays du Nord. D'abord, c'est l'érosion génétique. C'est de moins en moins de diversité de culture au cours de tout ce mouvement, même si là, depuis le verdissement de la PAC, on pousse les agriculteurs à avoir un peu plus de diversité. Mais c'est quand même à la fois moins de diversité de culture, mais aussi moins de diversité de variété, puisque ça a tendance de plus en plus à s'éroder. C'est aussi un déclin de la biodiversité animale et végétale, sauvage et semi-naturelle, lié à l'emploi des produits phytosanitaires, mais aussi lié au fait qu'on a arraché des haies, aménagé les écosystèmes cultivés, on a fait du drainage, rectifié les cours d'eau. Aujourd'hui, c'est la panique avec le changement climatique. Moi, j'étais dans le Lauragais, les gens sont paniqués de voir leurs cours d'eau qui sont devenus des fossés, alors qu'il faut essayer de garder le plus d'eau possible face aux sécheresses estivales. Donc, tout ça, ça conduit à avoir des écosystèmes qui sont de moins en moins résilients aussi. C'est pas un hasard s'il y a des attaques d'insectes, parce qu'en fait, il n'y a plus toute la chaîne trophique dans les écosystèmes qui permet l'équilibre entre les différentes espèces de l'écosystème cultivé. On voit apparaître une certaine résistance à des produits phytosanitaires, et là, aux États-Unis, avec les OGM et le glyphosate, la résistance au glyphosate est un problème catastrophique aux États-Unis aujourd'hui. Ils ont ce qu'ils appellent les super weeds, c'est-à-dire les super adventices. C'est quand même des plantes qui font 3 mètres de haut en plein développement, qui, avec l'utilisation des OGM, en 20 ans, elles ont avancé leur cycle. Donc c'est des plantes qui naturellement n'étaient pas résistantes au glyphosate, qui sont devenues résistantes au glyphosate et qui ont avancé leur cycle et qui sont devenues plus précoces que le soja. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser un herbicide pour tout, la nature, elle se défend. Et moi, il y a plein d'agriculteurs américains qui m'ont dit « Ah, les OGM, c'est bien, mais c'est une course contre la nature, et en ce moment, c'est plutôt la nature qui est en train de gagner. » Les gens qui m'ont dit ça, ce n'est pas des écolos, hein. C'est vraiment des agriculteurs, OGM, maïs, soja, enfin toute l'agriculture mainstream, enfin vraiment prédominante, et qui se rendent bien compte que voilà, il y a quelques problèmes. Donc voilà, les OGM, moi je pense qu'il faut réfléchir un peu fort quand même. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, et ça aussi par rapport au changement climatique, c'est le découplage entre culture et élevage. Et puis le passage du fumier au lisier dans les élevages fait qu'on a une réduction du taux d'humus des sols. En Bretagne, les endroits où il y a le plus d'élevage porcin, c'est les endroits où on a eu le plus de diminution du taux de matière organique des sols. Donc ça veut dire que derrière ça, les sols, ça devient des sols de plus en plus morts, parce que quand il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus de vie biologique. Il y a une capacité de rétention de l'eau qui diminue, une capacité de rétention des ions qui diminue, et une diminution de la stabilité structurale et une augmentation des risques d'érosion. Sachant que, en plus, les sols, avec la matière organique, c'est un outil extraordinaire pour fixer du carbone. Il y a quand même eu le 4 pour 1000, là, qui s'est un peu évanoui dans les airs, mais c'est quand même une tentative de fixer du carbone qui est extrêmement importante. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que un sol qui est moins riche en matière organique, et puis tout ce que j'ai expliqué là, cette simplification des agroécosystèmes, ça rend les systèmes agricoles de plus en plus dépendants aux intrants. C'est-à-dire que c'est un espèce de cercle vicieux dont il faudrait quand même essayer de sortir. Alors, je ne vais pas détailler la pollution des eaux, les algues vertes, la dépendance aux énergies fossiles, directes et indirectes. Avant, j'étais toujours obligée d'expliquer en cours que les engrais azotés, ça se fabriquait à partir du méthane. Maintenant, tout le monde le sait depuis la guerre en Ukraine, même vous interrogez n'importe qui dans la rue, il le sait. Moi, je devais l'enseigner jusqu'à il y a 3 ans. Les étudiants, ils ne savaient pas ça, que ça venait du méthane et que c'était du coup des ressources non renouvelables, que l'ammonitrate, ça ne tombe pas du ciel. Et puis, il y a aussi tout ce qui est contribution à l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre.
Et bon, c'est un peu court quand la Cour des comptes dit, bah voilà, il y a trop d'élevage, il faut diminuer le nombre d'animaux. Enfin, je pense qu'on peut avoir des réflexions plus riches et plus systémiques, parce que le taux de matière organique des sols, c'est pas mal, et ça a quand même aussi à voir avec l'élevage. C'est pas pour dire, mais les gens de la Cour des comptes ne sont pas vraiment des agronomes. Alors, du coup, je dirais que le problème, c'est que tout ce que je suis en train d'expliquer là, ça se passe en plus dans un contexte qui devient de plus en plus complexe, et je pense qu'il est anxiogène pour les agriculteurs, qui est qu'on a le changement climatique. Alors bien sûr, l'agriculture a sa contribution, il n'y en a que, il y a les transports, l'avion, j'en passe, bref, l'agriculture a sa part de responsabilité aussi, mais elle en souffre au premier chef. Et il y a aussi des politiques de moins en moins régulatrices. Le temps de la PAC avec des prix garantis est fini depuis longtemps, donc du coup, c'est des à-coups sur le marché. Et puis, je dirais face à ça, on a des agro-écosystèmes et des systèmes de production. On l'a vu, toute la logique, ça a été d'accroître l'efficacité économique du travail qui s'est faite au prix d'une spécialisation des exploitations agricoles, d'une simplification des écosystèmes cultivés qui fait qu'ils sont devenus encore plus fragiles aux aléas climatiques et économiques. Plus une exploitation est spécialisée, plus elle est fragile par rapport aux aléas. Il y avait quand même un adage qui était que l'agriculteur ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier, que tout le monde connaît. Et en fait, on a poussé les agriculteurs à faire tout autre chose, exactement le contraire, c'est-à-dire à aller de plus en plus vers des choses spécialisées. Et la question aujourd'hui, elle est celle de la résilience. Et ça nécessite peut-être de se poser plein de questions. Et résilience des écosystèmes cultivés, et là, par rapport au changement climatique, c'est super important. Et il ne faut pas qu'on retombe dans des solutions très simples du genre il n'y a qu'à irriguer, point barre, parce que oui, il faudra de l'irrigation, mais pas que, parce que ça ne va pas suffire et qu'il n'y aura pas d'eau pour tout le monde et pour toutes les surfaces. Et puis, donc, il faut aller chercher la résilience. Et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la résilience? Alors, du coup, on se rend compte que la question qui se pose aujourd'hui à l'agriculture, eh bien, ce sont des enjeux environnementaux. Ça, c'est très clair, et c'est vraiment ça que la PAC a mis en avant, etc. Mais il y a aussi des enjeux économiques et sociaux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour préserver la valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a un moyen pour préserver la valeur ajoutée, pour préserver l'emploi? Et je pense que ce qui est important, c'est que quand on parle de durabilité, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui la durabilité, c'est fourre-tout, etc. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que la durabilité, elle est devenue fourre-tout parce que 9 personnes sur 10, quand ils parlent de durabilité, ils vous disent c'est les 3 piliers, économique, social, environnemental. Même certains de mes collègues, ils font exactement la même chose, ils disent économique, social, environnemental parce qu'on leur a dit que le développement durable, c'est les 3 piliers. Et puis la phrase d'après, on ne parle plus que de l'environnement. Moi, j'ai envie de dire que c'est super important justement de ne pas dissocier les 3. Pourquoi? Eh bien parce que les solutions qu'on propose aux agriculteurs aujourd'hui, par rapport aux problèmes environnementaux, il y a des gens que je fais rigoler en disant c'est un peu robotique, numérique, génétique, mais c'est un petit peu ça, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'en fait, il y a des solutions capitalistiques qui existent pour réduire l'impact environnemental de l'agriculture. Et ces solutions, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple l'agriculture de précision. Il arrivera un jour, je ne sais pas dans combien de temps, mais on sera capable exactement de mettre la dose dont la plante a besoin, ou le rang a besoin, avec des analyses de sol super précises. On va être capable de gérer des quantités d'informations incroyables avec l'informatique, et du coup de mettre pile poil ce dont la plante a besoin, ce qui fait que du coup, il y aura moins de lessivage, tout un tas de choses, et du coup on diminue l'impact. Même chose sur l'élevage de précision. Moi, j'ai un jour un agriculteur breton, un producteur porcin, qui m'a dit « Ah ben vous voyez, moi mes truies, elles ont l'alimentation qu'il leur faut au jour le jour. Et mes cochons à l'engrais, ils sont par lot. Je suis le poids chaque jour de chaque lot et je change l'alimentation tous les jours. Et donc du coup, conclusion, il me dit « Ben voilà, moi mes cochons, ils larguent beaucoup moins d'azote parce qu'il y a moins de gâchis dans l'environnement que mon voisin qui n'a pas ça, et donc moi je devrais avoir droit à plus de cochons par rapport à la surface que j'ai parce que je pollue moins. »
Et donc il y a déjà des gens qui ont ce genre de raisonnement, et c'est vrai que l'agriculture et l'élevage de précision vont permettre d'être plus précis, et du coup d'avoir moins de rejets indésirables dans l'environnement. C'est le même mouvement que précédemment, c'est-à-dire que ça continue. Ça veut dire que pour pouvoir accéder à ça, c'est toujours plus de capital par actif, et il y a plein de gens qui se retrouvent au bord de la route qui sont incapables de suivre ce mouvement-là. Et je dirais qu'il se trouve que l'agriculture, il y a quand même quelque chose qui est génial, c'est qu'elle travaille avec du matériel biologique. Et que ce matériel biologique, il peut peut-être permettre de faire des économies. Et c'est ça qu'on pourrait appeler l'agriculture, l'agroécologie, je dirais, au sens plein du terme, c'est pas pour moi un mot fourre-tout, c'est se dire, mais peut-être que si on revenait à des logiques de complémentarité entre les plantes, les animaux, entre les plantes dans les rotations, on pourrait peut-être rechercher des économies, parce que peut-être que toutes ces synergies, eh bien, elles vont permettre de moins dépendre de tout un tas de produits qui coûtent de plus en plus cher par rapport aux produits agricoles. Alors je dirais que l'agroécologie, c'est ça, c'est retrouver des logiques qui reposent beaucoup plus sur les complémentarités biologiques. Alors il y a des gens qui appellent ça service écosystémique. Je pense que les agriculteurs des années 50, ils seraient un peu étonnés qu'on leur explique que les rotations qu'ils mettaient en œuvre, c'était plein de services écosystémiques. Mais en gros, ce qui est important de se dire, c'est que c'est essayer de faire des économies en s'appuyant au maximum sur les fonctionnalités des écosystèmes et sur les régulations biologiques. Et donc ça veut dire peut-être qu'il faut retrouver une certaine fertilité des agroécosystèmes, une diversité biologique, retrouver les chaînes trophiques, mettre de la diversité partout. Enfin, je veux dire, l'agroécologie, ça veut dire une grande variété d'espèces cultivées, et sur le plan génétique et sur le plan des espèces. Ça peut être de cultiver même plusieurs variétés dans la même parcelle, parce que finalement, et même par rapport au changement climatique, on verra que peut-être ça peut être intéressant. Diversité aussi peut-être au niveau des troupeaux, augmenter la biodiversité végétale et animale naturelle, remettre de quoi faire vivre les insectes, les oiseaux, remettre toutes les chaînes trophiques, augmenter le taux d'humus des sols pour augmenter leur capacité de rétention en eau, en ions, leur stabilité structurale, et privilégier aussi tout ce qui est gestion en circuit court, c'est-à-dire avoir le moins possible recours à ce qui vient de l'extérieur pour se servir de ce qu'on peut faire soi-même sur son exploitation. Et ça veut dire par exemple couvrir les sols au maximum, qu'il n'y ait plus un rayon lumineux qui tombe sur le sol, des éléments minéraux libérés par la minéralisation de la matière organique qui soient gaspillés, qu'il y ait toujours des plantes pour récupérer ça, pour fixer du carbone, pour faire de la photosynthèse. Et puis quelque part, le changement climatique, ok, tout le monde, c'est vrai que c'est important, les sécheresses, mais c'est vrai aussi que moi, ma pelouse chez moi, elle est verte maintenant, quasiment, de la fin du mois de novembre, presque jusqu'à la mi-février, enfin, bon, dans le construction centrale, de la mi-février jusqu'à la fin du mois de novembre, quoi. Donc voilà, il y a une minéralisation qui se poursuit beaucoup plus longue, il y a une pousse des végétaux qui est beaucoup plus longue, il faut fixer tout ça pour essayer d'être le moins dépendant possible de l'extérieur. Ça veut dire retrouver peut-être une association agriculture-élevage, alors peut-être pas au sein des exploitations, parce que tout le monde nous dit « Ouh là 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 là, les céréaliculteurs les remettre à l'élevage », il y en a qui le font, puis ça peut être de l'association entre plusieurs agriculteurs. Retrouver le travail de la matière organique sur les fumiers, les composts, essayer d'avoir aussi des complémentarités entre les plantes qui fait qu'on a des plantes qui vont avoir de l'enracinement très profond, qui vont être capables de remonter des ions dont on va se servir, des arbres, des plantes à enracinement profond. Et je dirais, en gros, les systèmes de production agroécologique, c'est pas de l'extensif, c'est maintenir un niveau élevé de production à l'hectare en utilisant au maximum les ressources naturelles renouvelables, avec un usage le plus limité possible des intrants chimiques, des ressources non renouvelables, essayer de continuer d'éviter d'acquérir des équipements de plus en plus coûteux, peut-être pas viser le rendement maximum, mais la stabilisation, et de manière la plus économe possible, et privilégier la résilience aux aléas techniques et économiques, ça veut dire remettre de la diversité, etc.
Et en économie, ça veut dire quoi? Eh bien, s'appuyer plus sur les régulations biologiques, ça veut dire être plus autonome. Et être plus autonome, c'est être plus économe. Et donc, du coup, c'est de se dire, bah, pour maintenir mon revenu, c'est peut-être pas d'appuyer sur la pédale de accroître le produit brut, mais c'est peut-être d'appuyer, enfin de lever le pied sur celle des coûts, c'est-à-dire essayer de diminuer au maximum les coûts avec des systèmes autonomes et économes. Et je vais prendre un exemple, celui sur lequel j'ai le plus travaillé, qui sont les systèmes herbagers, donc qui sont présents dans pas mal de régions en France et qui ont été souvent mis au point par des petits groupes d'éleveurs. Et il y a un éleveur en particulier en Bretagne, c'est une zone où ça s'est beaucoup développé, qui s'appelle André Pochon, qui a aujourd'hui 92 ans, que je fais encore intervenir tous les ans devant mes étudiants. Et je dirais que c'est celui qui met le plus la pêche à mes étudiants. 92 ans, devant son écran en visioconférence depuis Saint-Brieuc, et qui explique aux étudiants c'était quoi son système. Alors, qu'est-ce que c'était que son système? C'est en gros, il y a un terme que j'adore, qui dit la vache est un animal extraordinaire qui a une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vache est capable de faire le boulot toute seule. Et que peut-être on fait des économies en faisant ça. Et donc, en faisant comment? Et là, le cœur de ce système herbagé, c'est augmenter la place des prairies temporaires, graminées, légumineuses, d'association, de longue durée dans l'assolement, donc ce n'est pas des cultures annuelles. Ce sont des cultures qui sont, je veux dire, en association. Ça veut dire que c'est la légumineuse qui devient le moteur de la prairie et qui va, en étant avec un ratio 50-50, va fournir l'alimentation azotée pour la graminée qui est cultivée en association. Alors, ce qu'on voit, c'est que suivant les régions, ce n'est pas forcément André trèfle blanc d'André Pochon qui est dans les Côtes d'Armor, hein, mais ce qu'on voit, c'est que les systèmes herbagés dans d'autres régions, eh bien, c'est des compositions un peu différentes pour résister à la sécheresse, pour la fauche ou pour la pâture. On peut avoir différentes sortes de prairies dans les zones les plus difficiles, celles qui vont permettre de tirer parti du début du printemps et celles qui vont prendre le relais, qui résistent mieux à la chaleur et à la sécheresse. Donc avec une certaine diversité dans ces prairies. Des techniques qui vont permettre de maintenir l'équilibre de la graminée légumineuse au fil du temps, y compris sur des durées assez longues qui peuvent être 5, 6, 7 ans, avec les choix des variétés. Une légumineuse précoce qui ne va pas trop se faire étouffer par la graminée, puis une graminée tardive qui ne va pas trop étouffer la légumineuse qui est une plante de lumière. Des pratiques de déprimage qui permettent de mettre en place une chaîne de pâturage avec une durée de repousse assez longue pour essayer d'avoir une prairie qui est capable de reprendre sur ses propres réserves. Surtout pas de fertilisation azotée, aucun kilogramme d'azote sur la prairie. Et essayer d'avoir des techniques qui permettent d'optimiser la production de la prairie, donc des durées de repousse longues, du pâturage tournant, de la grande souplesse de fauche avec bien souvent de l'enrubanage, c'est le choix des espèces aussi, et des rotations où la prairie est un excellent précédent cultural, y compris pour du maïs juste après. Et au cœur des systèmes d'élevage, eh bien, c'est faire pâturer les vaches au maximum d'un fourrage équilibré. Et donc ça veut dire allonger la saison de pâturage. Donc, et là, c'est vrai que le changement climatique, moi je discutais avec un agriculteur du Cantal il n'y a pas longtemps, il me disait, oui, moi maintenant je suis obligé d'ouvrir mes stocks en été, mais en revanche, j'ai gagné 2 mois d'hiver. Et donc au total, c'est la même quantité de stock, mais pas pour les mêmes saisons. Et donc du coup, l'idée, ça veut dire que dès qu'on peut sortir les animaux, eh bien on les sort. Ça veut dire allonger la saison de pâturage au maximum. En Bretagne, c'est 9 à 10 mois de pâturage sans autre alimentation du troupeau. Et organiser la chaîne de pâturage en fonction des disponibilités sur pied, et l'idée étant de surtout limiter au maximum la part des fourrages conservés. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de maïs dans les rations, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de concentré. Ça veut dire que c'est quand même la prairie avec l'azote, avec les légumineuses qui fournissent les protéines et dont on va exploiter de telle manière qu'on maintient l'équilibre entre les deux.
Alors ça nécessite une certaine organisation du parcellaire, un équipement et des infrastructures adaptées, ça veut dire qu'il faut des chemins souvent pour faciliter le déplacement des vaches. Ça peut vouloir dire des installations de traite mobiles pour pouvoir aller traire les animaux à la pâture. Ça nécessite des points d'eau. Bon, il y a un certain nombre d'aménagements à faire, mais qui ne sont pas extrêmement coûteux non plus. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des races. Alors ça, c'est très intéressant de discuter avec les éleveurs parce qu'ils disent, moi, ce qu'il me faut, c'est une race qui a une capacité de rebond, c'est-à-dire une vache qui a une résilience par rapport à la disponibilité de fourrage sur pied. Si je mets de l'abondance sur une prairie et que la prairie, sa production baisse parce qu'il se met à faire sec, l'abondance a sa production laitière qui baisse et puis elle ne repart jamais. En revanche, la Holstein n'est pas très adaptée au pâturage, mais une machine à faire du lait, elle repart même quand il y a eu un petit creux, quoi. Ça repart. Donc on croise la Holstein avec des races qui sont plus adaptées au pâturage, mais en tout cas cette résilience est au cœur des choix génétiques des éleveurs herbagers, ce qui veut dire qu'on ne cherche pas les 10 000 litres, mais qu'on va plutôt avoir 6 000 à 7 000 litres par vache laitière. Et on va caler le cycle de reproduction des animaux pour en faire un arbitrage qui soit le meilleur possible entre la saisonnalité de la pousse de l'herbe et puis la saisonnalité du prix du lait. Essayer d'avoir pas trop de vaches en production au moment où il n'y a pratiquement plus d'herbe sur pied. L'idée, c'est de maximiser la place de ce qui coûte le moins cher, c'est-à-dire le pâturage de prairies d'association. Et ça veut dire qu'on va avoir aussi des animaux qui, produisant moins, vont pouvoir durer plus longtemps, avec des taux de renouvellement qui s'abaissent quand les gens passent au système herbagé. Et puis les frais vétaux aussi qui diminuent de manière extrêmement importante, parce que les animaux sont en plein air. Alors je vais vous présenter des résultats économiques qui concernent la Bretagne, parce que c'est ceux que j'avais sous le coude qui sont les plus comparables et qui mettent bien ça en évidence. Donc vous avez ici un système témoin avec des vaches de 9 500 à 10 000 litres, troupeau de 30 à 35 vaches laitières sur 40 à 45 hectares, avec un seul actif. On voit que le maïs en silage occupe presque un tiers de la surface et des prairies temporaires, il y en a sur 30%. Puis on voit que la place du pâturage dans l'alimentation du troupeau à longueur d'année, c'est toute une petite partie. Il y a du maïs en silage toute l'année, en proportion plus ou moins grande, et puis c'est complémenté avec des céréales et du tourteau de soja. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu ensemble cet après-midi. Et le système ici, vous avez un système bovin laitier herbagé économe, où là on voit que les prairies temporaires d'association, avec des associations qui peuvent être plus ou moins complexes, occupent 80% de la surface, le maïs en silage plus de 10%. On a sur une surface équivalente plutôt 38 à 42 vaches pendant 10 mois de pâturage, avec des vaches qui produisent seulement 6 500 à 7 000 litres. Puis on voit là que le pâturage occupe la majeure partie de l'alimentation. Ça démarre très tôt au mois de février, on est en Bretagne, et puis ça s'arrête donc très tard, on fait pâturer le maximum possible. Et puis en Bretagne, vous avez même des gens, alors c'est plutôt les gens qui sont en bio, qui sont avec des vaches à 5 500 litres. Moi je connais un éleveur, ces vaches elles ne rentrent plus jamais, ces vaches laitières, elles ne rentrent plus jamais à l'étable, elles pâturent absolument toute l'année, et puis on a des petits compléments à certaines périodes de l'année, donc de l'enrhumanage, de l'ensilage d'herbe, du foin, et il n'y a plus que des prairies temporaires. Alors du coup, ça, on produit moins, mais on diminue tellement plus les coûts qu'on va voir qu'on s'en tire beaucoup mieux au niveau de la valeur ajoutée créée. Alors, ce que nous disent les éleveurs, c'est d'abord un calendrier de travail allégé, parce qu'on a beaucoup moins de culture annuelle. Un écrêtement des pointes de travail, parce qu'on n'a plus ces grosses pointes sur les semis de maïs, la récolte du maïs, etc. On va du coup être beaucoup plus, ce que nous disent les éleveurs, c'est qu'ils ont beaucoup plus de temps de s'occuper des quelques cultures qu'ils font et d'intervenir au bon moment, et du coup de faire un certain nombre d'économies parce qu'ils sont plus efficaces. Et en même temps, ils vont diminuer de manière très importante les intrants sur les cultures fourragères, avec des prairies temporaires d'association de longue durée, maximiser les effets agronomiques des effets précédents pour les autres cultures,
Et puis diminuer les stocks. Alors en système herbagé, c'est moins 60% de stocks fourragés. C'est une moindre usure des bâtiments aussi, parce qu'il y a une diminution de la durée de stabilisation. On allonge la durée de vie des équipements qui sont beaucoup moins mobilisés parce qu'on fait moins de culture. On consomme moins de carburant, etc. Donc il y a plein d'économies systémiques de coûts. Et au total, si on regarde la logique, moi j'appelle ça non pas accroître la productivité physique du travail, mais privilégier l'accroissement de la productivité économique, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Ça veut dire, on n'appuie plus, on va produire moins, certes, mais on va dépenser beaucoup moins de consommation intermédiaire et de capital fixe, ce qui veut dire aussi qu'on va être moins endetté, parce qu'on n'est plus dans toujours plus d'équipements, plus de vaches, etc. Et donc là, j'ai les trois que j'ai comparés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc là, avec des prix qui sont, c'est sur la période, on avait pris la moyenne 2018-2020 pour faire ce travail. Et donc, vous voyez ici, le système témoin produit beaucoup plus. À cette époque-là, on est à 3250 € par hectare. Mais on voit qu'il va dépenser énormément sur les cultures intermédiaires pour les fourrages, énormément sur l'alimentation du bétail. Il y a des vaches très productrices qui sont un peu plus fragiles avec du coup des consommations intermédiaires sur les frais de santé qui sont assez importants, plus d'autres consommations intermédiaires de l'exploitation, et puis une consommation de capital fixe assez importante puisqu'on a les vaches en bâtiment, une bonne partie de l'année, beaucoup plus de culture annuelle. Résultat, valeur ajoutée sur produit brut, 25%. L'herbager produit en conventionnel, donc il vend au même prix, produit beaucoup moins. Il produit 2500 € par hectare, mais par contre, il écrase tellement ses coûts en termes de consommation intermédiaire pour l'alimentation des animaux et en dépréciation du matériel qu'il conserve 50% du produit brut comme richesse produite. Et au total, il y a plus de valeur ajoutée par unité de surface que celui qui est dans le système beaucoup plus productif en termes de volume. Et quand on arrive sur le système à 5000 litres en agriculture biologique, là, on produit moins en volume, mais on a des prix qui sont plus élevés. Bon, c'est un peu moins vrai depuis l'année dernière. Mais du coup, on conserve, là, on est à 70% de valeur ajoutée par rapport au produit brut. Alors là, j'ai pris un exemple sur le Ségala qui avait été fait par l'étudiante que j'avais encadrée, qui avait fait un mémoire en 2014, et puis on a repris ces données, on les a remis avec des prix de la période 2018-2021, et je me suis rendu compte qu'il y a des cas types qu'on m'avait envoyés qui ressemblent quand même beaucoup. Mais là, elle compare donc un système ovin laitier en silage de maïs dans le Ségala, 40-60 hectares, avec donc un troupeau de 320 brebis qui produit 90 à 133 000 litres. Un calendrier d'alimentation, donc plutôt des mises-bas précoces, et puis une alimentation pendant la période de traite très largement basée sur des stocks. On a, si je ne m'abuse, 4 à 7 tonnes de matière sèche stockée par équivalent UGB. Et puis à côté de ça, elle montre un système ovin laitier en pâturage, en traite tardive, qui utilise aussi du foin. On est sur 25-50 hectares, 2 actifs, on produit beaucoup moins, mais vous voyez qu'on a un calendrier d'alimentation très largement basé pendant la période de traite ici. Donc là, c'est des mises-bas qui interviennent en décembre, avec une traite qui va de février jusqu'à septembre, et un lait qui est très largement basé sur la base de pâturage, de prairies d'association à chaque fois, avec des légumineuses associées à des graminés. Et là, on a 2 tonnes de matière sèche stockée. On produit 2300 litres par hectare de SFP, mais on va du coup dépenser beaucoup moins. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne en matière de valeur ajoutée? Donc on retrouve mes résultats tout à l'heure de mes systèmes bovins-lait, et on voit qu'en système ovin, au total, on produit autant par unité de surface, mais on a tellement moins de coûts qu'en fait on produit plus de valeur ajoutée par unité de surface avec les systèmes autonomes et économes.
Et la même chose en système caprin, je ne rentre pas dans les détails, là c'est plutôt dans les, que je ne me trompe pas, c'était donc dans les Deux-Sèvres, donc dans la zone du Chabichou du Poitou, entre des systèmes caprin laitiers en zéro pâturage, et puis des systèmes qui pâturent et qui vont produire, vont conserver plus de valeur ajoutée. Alors du coup, ce qu'on voit, c'est que on a une même logique de fonctionnement, enfin ces systèmes RPG, on les trouve dans différentes régions françaises, ils ont toujours la même logique de fonctionnement, mais avec des adaptations. Alors, au sein d'une même région, on voit bien que les gens qui se lancent là-dedans, suivant leur surface, ils ne vont pas avoir tout à fait le même niveau de chargement, etc. Et il y a aussi une adaptation qui est nécessaire aux conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire que ça dépend des écosystèmes dans lesquels on se trouve, et la solution Pochon et Grande Vallée à Trèfle Blanc, elle n'est pas du tout adaptée pour d'autres régions françaises, et donc il y a un travail à faire d'adaptation aux conditions spécifiques du milieu. Alors se pose aussi la question maintenant par rapport au changement climatique. Alors, le changement climatique, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, si on regarde les projections du GIEC qui ont été faites sur le territoire français par Météo France, on se rend compte que dans la plupart des régions, la pluviométrie ne change pas en total. Il n'y a qu'une région qui échappe, c'est l'extrême sud-ouest, où là, on a plutôt un climat qui devient de plus en plus méditerranéen. Vous êtes peut-être en bordure, mais quand même, dans ce dont je me rappelle des projections, vous n'êtes pas dans les zones où ça baisse beaucoup. Là où ça baisse beaucoup, c'est plutôt le Lauragais, où j'étais il y a 2 jours, les Pyrénées-Orientales, etc. Mais sinon, sur toute la France, c'est pas moins de précipitations. Par contre, c'est des précipitations qui sont complètement modifiées du point de vue de leur répartition, avec une alternance de périodes de sécheresse et de périodes de fortes précipitations, et on est déjà en plein dedans. On peut dire, là, cette année, c'est quand même assez caricatural de ce point de vue-là. Et donc, du coup, la question se pose de l'irrigation. Ça, quand même, on voit même que les Bretons commencent à s'y intéresser, à l'irrigation. Mais l'irrigation, ça sera certes nécessaire, parce que quand il n'y a plus d'eau, ça ne pousse plus, soyons clairs. Mais bon, il n'y en aura pas pour toutes les surfaces. Il y a des ressources limitées, il y a d'autres usages, il n'y a pas que l'agriculture. Il y aura des besoins qui vont s'accroître avec l'augmentation des températures. Donc, il faudra une nécessaire sobriété. Donc l'irrigation, oui, mais pas que l'irrigation. Et là, on se rend compte que finalement l'agroécologie, moi les gens que je vois qui travaillent en agroécologie, finalement les réponses qu'ils sont en train de chercher au travers de l'agroécologie, elles leur fournissent un certain nombre de leviers qui les aident par rapport au changement climatique. C'est-à-dire une grande résilience, ils cherchent au maximum la résilience des systèmes de production. Ça veut dire utiliser au maximum la pousse de l'herbe précoce et tardive en essayant d'avoir une diversité génétique. Et donc, c'est peut-être remettre en cause la nature des prairies qui sont là pour essayer de mieux tirer parti de températures qui ne sont plus les mêmes. Il y a le creux d'été, puis il y a quand même le début de la pousse, début de printemps et fin d'automne. Ce qu'on voit dans les zones en grande culture, où il y a des tensions sur la ressource en eau, c'est que le maïs régresse et que le maïs, franchement, par rapport au changement climatique, c'est pas la plante rêvée, parce qu'elle a des besoins pile poil là où la période va être la plus tendue, où les températures sont les plus élevées, les stress hydriques les plus forts. Ça nécessite de l'irrigation à un moment où les tensions sont les plus fortes pour tout le monde. Et donc, la place du maïs, pour moi, elle est quand même, on le voit, alors sur les systèmes les systèmes spécialisés en élevage, on le voit un petit peu, le fait des gens qui lèvent le pied sur l'ensilage de maïs. Mais ce qui est clair, c'est en grande culture, dans les zones avec le début du changement climatique et les tensions fortes de ressources en eau, le maïs régresse. Très nettement en grande culture, et je pense qu'en élevage, la question, elle reste posée. Ce qu'on voit dans les gens qui sont en agroécologie, c'est qu'ils vont développer des choses que les agriculteurs faisaient dans beaucoup de régions françaises, c'est des cultures en dérobé pour l'automne, pâturables la plupart du temps, choux, colza fourragés, du noix en association avec du trèfle, ça dépend des conditions climatiques. Donc ces cultures en dérobé, un second cycle, profiter de l'augmentation des températures pour aller chercher des calories supplémentaires.
Je prends un exemple. Hier, j'étais chez un agriculteur en agriculture biologique spécialisé en grande culture qui travaille beaucoup sur ses couverts et qui fait de l'agriculture de conservation du sol sans glyphosate. J'avoue que c'est la première fois que je voyais ça, mais il m'a convaincu que ça marchait bien. Et il fait des couverts de moa associés avec de la luzerne, de la veste, pardon, excusez-moi, avec de la veste, avec de la navette, et il y a encore une autre plante, et ça m'est sorti de l'esprit, mais ça va me revenir. Et il me dit, moi je fais en moyenne 7 tonnes de matière sèche sur mes couverts, qui sont implantés après ma récolte de céréales d'hiver, donc une céréale à paille, jusqu'à la mise en place de ma céréale de printemps l'année suivante. 7 tonnes de matière sèche. Et il me dit là où je suis pas bon, c'est que j'ai pas d'animaux pour valoriser cette matière sèche. Mais le changement climatique, je déguste en été, mais je peux mobiliser les températures pour produire plus de cultures, de plantes de couverture, de matière de biomasse, un peu à cette période, que pour l'instant il broie, il enfouit, etc. Mais non, il n'enfouit pas parce qu'il ne fait plus d'abo, mais voilà. Le calage des cycles des animaux, et puis surtout, ce qu'on voit beaucoup chez les herbagers, c'est que le fait d'avoir un climat qui est beaucoup plus instable, eh bien, la résilience pousse à avoir des modalités de récolte de l'herbe et d'utilisation de ces stocks qui soient beaucoup plus souples. Et l'enrubanage est en général la réponse que les gens trouvent, parce qu'un chantier d'enrubanage, ça ne nécessite pas d'être plusieurs comme le chantier d'ensilage, c'est quand même un fourrage à certaines densités énergétiques relativement élevées. Et puis c'est facile d'ouvrir une balle d'enrubanage plutôt qu'un tas d'ensilage, parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, c'est un peu compliqué de le refermer. Donc on voit que l'enrubanage participe de cette résilience. Alors je ne suis pas là pour défendre les bâches plastiques, mais c'est vrai qu'on voit quand même que c'est une réponse que beaucoup utilisent. Et puis il y a beaucoup de ces agriculteurs qui disent, et ça c'est aussi vrai en culture que dans les systèmes d'élevage, c'est l'irrigation, on va en avoir besoin, c'est sûr, mais ce qu'il faut avant d'irriguer, c'est de faire des écosystèmes, des éponges. C'est-à-dire essayer de fixer au maximum l'eau en pleine tombe. Donc ça veut dire accorder une grande importance au taux de matière organique des sols et à une couverture prolongée des sols. Et puis l'élevage peut participer à l'augmentation de ce taux de matière organique. Ça veut dire l'agroforesterie, pourquoi pas, des arbres dans les parcelles, c'est pas mal pour les animaux aussi, pour le pâturage. Et puis les haies. L'agriculteur toujours le même, là, me disait, moi, j'ai toujours vu, il était dans une plaine dans le Lauragais, et il me disait là, en hiver, j'ai toujours vu des mares dans cette parcelle. Depuis que je suis tout petit, et mon père m'a toujours dit qu'il y avait des mares. Puis il me dit là, j'ai planté des haies, et à ma grande surprise, je n'ai plus de mares. C'est-à-dire qu'en fait, les haies ont permis en fait l'infiltration de l'eau en profondeur, et qui est une eau qui est là, du coup, qui n'est pas partie en ruissellement, qui est vraiment présente, qui s'est infiltrée. Et donc, l'objectif, c'est de vraiment faciliter au maximum cette fixation de l'eau. Ça passe aussi par remettre les zones humides, laisser les cours d'eau divaguer dans les zones humides et éviter que l'eau se barre à toute allure le plus vite possible, comme ce qu'on a fait pendant des années. Et puis, ça veut dire aussi de stocker l'eau. Enfin, on n'arrive plus en ce moment à discuter sereinement d'irrigation, c'est presque devenu un gros mot. Moi, quand je parle d'irrigation, les étudiants qui ne connaissent pas grand-chose, ils sont là, oh, de quoi ils parlent? Oui, non, c'est très bien l'irrigation, mais ça ne peut pas être le seul levier. Donc ça veut dire que l'irrigation systématique à 1200, 2000 m3 par hectare, oui, peut-être, sur une culture à forte valeur ajoutée, sur une production qu'il faut absolument sécuriser. Le reste, c'est que de la pointe. Ça veut dire c'est un tour d'eau, 2 tours d'eau, du stockage. Ben là, il y a des quantités d'eau qui tombent à certains endroits. Peut-être qu'on peut les stocker parce que l'été prochain, il n'y aura pas assez d'eau. Donc oui, du stockage. Et quand on regarde les systèmes méditerranéens, ils fonctionnent tous avec de l'irrigation du stockage. Mais pas d'irrigation à 2000 m3 par hectare. On ne peut pas faire ça sur toutes les surfaces. Mais par contre, sécuriser, réfléchir et avoir l'irrigation comme un levier parmi un ensemble d'autres leviers dont on voit qu'ils relèvent tous de l'agroécologie et qui participent de la résilience de ces systèmes, moi ça me semble extrêmement important. Et puis, quelque part, il va falloir expliquer aux écologistes
Moi, j'entendais l'autre jour que le stockage, enfin je finis dans la phrase, que le stockage de l'eau, ça peut être très intéressant pour la biodiversité. L'autre jour, il y avait toute une émission, enfin toute une partie du journal là, à la radio, où on expliquait qu'on s'inquiétait beaucoup sur l'avenir des batraciens sur le territoire français, des grenouilles, des crapauds, des salamandres, parce que les sécheresses dramatiques d'été, ça les fusille, quoi. Et bien, si on fait des retenues collinaires, mais des retenues collinaires, comment je vais dire, qui ne jouent pas que le rôle d'irrigation, mais où l'agriculteur s'engage au travers de sa retenue collinaire à participer au maintien de la biodiversité autour d'une retenue collinaire dans le Gers, vous avez une foule d'animaux. Et si l'agriculteur s'engage à faire des lâchers quand c'est nécessaire pour qu'il continue à y avoir un étiage, etc., et la poursuite d'un milieu humide, y compris pendant les périodes de sécheresse, qui permettent d'avoir de la biodiversité, et tout le monde y retrouve son compte. Aujourd'hui, il y a des régions où les pêcheurs commencent à s'allier aux agriculteurs pour dire oui, les réserves collinaires, ça peut être extrêmement intéressant. Donc il faut remettre l'écologie au cœur des systèmes et expliquer aux gens que le stockage, c'est pas forcément contre-indiqué pour la biodiversité, bien au contraire. Alors du coup, j'ai envie de dire, et je vais terminer là-dessus, c'est que tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est des transformations systémiques. Et donc ça veut dire un bouleversement complet des systèmes de production, un changement de paradigme. C'est qu'on n'est plus du tout sur « Ouh là là, pour maintenir mon revenu, il faut que je produise plus, mais il faut peut-être que je dépense moins ». Et pour dépenser moins, ça veut dire que je vise à maintenir la valeur ajoutée au travers du recours aux régulations biologiques pour essayer de réduire au maximum les coûts. Ça veut dire que là, tout le monde y retrouve son compte parce que c'est des systèmes économiquement intéressants qui contribuent au maintien de l'emploi, en tout cas les systèmes herbagers, j'espère que je vous ai convaincu, qui préservent l'environnement parce qu'ils sont beaucoup moins gourmands en intrants, avec des prairies il y a même certains qui passent même aux prairies permanentes et qui ne retournent même plus leurs prairies temporaires. Et en plus, on se rend compte qu'ils sont plus résilients parce que leur base de fonctionnement, c'est enrichir la biodiversité, la fertilité des écosystèmes cultivés. Et tout ça, ça va dans le sens d'une plus grande résilience par rapport au changement climatique. Mais ce qui est important de voir, c'est que du coup, c'est un changement aussi pour la recherche et pour la vulgarisation, parce que c'est fini le modèle top-down. C'est-à-dire, c'est fini d'expliquer aux gens que pour faire, moi j'ai déjà entendu des conseillers dire, c'est pas difficile, il y a un axiome de base, pour produire du lait de vache, il faut faire de l'ensilage de maïs. Ben non. On voit très bien qu'on peut faire autrement, que ça peut être économiquement intéressant, surtout le maïs par rapport au changement climatique avec tout ce que j'ai dit. Donc du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus dire, voilà le modèle Primonstein, stabulation libre, salle de traite au robot, ensilage de maïs, tourteau de soja. Dans toutes les régions françaises, il n'y a que les AOP où les gens ne font pas ça parce qu'évidemment, éventuellement, ce n'est pas dans le cahier des charges. Ça, c'est fini. Ça veut dire que du coup, si on veut passer à ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir avec les agriculteurs, avec beaucoup d'observations, adapter finement les systèmes de production aux conditions pédoclimatiques et socio-économiques des agriculteurs. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour leur développement, il faut de la co-construction avec les agriculteurs. Pochon, il s'appelait paysan-chercheur, parce qu'il cherchait, il travaillait avec la recherche pour essayer de mettre au point des choses qui soient adaptées. Il y a forcément un coup de passage, c'est que c'est pas facile, et donc il faudrait une aide pour les agriculteurs. Comme il y a la transition vers l'agriculture biologique, il faudrait des aides de transition pour les systèmes agroécologiques. Alors, ça veut dire qu'il y a bien des choses qui rendent plus optimistes par rapport à l'avenir de l'agriculture, c'est qu'il existe bien des manières de préserver un peu plus de valeur ajoutée, tout en respectant l'environnement et qui vont bien dans le sens du développement durable sur ces trois piliers. Et là, quelles sont les conditions? Eh bien, que les agriculteurs en aient les moyens, c'est-à-dire d'abord les moyens techniques. C'est plus le même métier, c'est plus, il faut une formation qui est spécifique. C'est-à-dire, je vais reprendre, cette expression n'est pas de moi, elle est d'un de mes collègues de l'INRAE, Jean-Marc Minat, dit finalement la
formation qu'on a eue, on a donné aux agriculteurs pendant longtemps, c'était un problème, une solution. Vous avez un problème de maladie machin, il y a le produit truc. Vous avez un problème de maladie sur vos plantes, vous allez mettre tel produit. Là, c'est plus du tout ça. Il y a un problème récurrent, ça veut dire que j'ai un problème au niveau de mon système de production et son équilibre. Et donc c'est bien une réflexion beaucoup plus globale et qui s'appuie aussi sur un enseignement autour des cycles du carbone, de l'azote, de l'équilibre des écosystèmes. D'ailleurs, ça rend le métier absolument passionnant et qui a fait beaucoup plus d'observations, etc. Et c'est ce que disent beaucoup d'agriculteurs qui sont lancés en système engagé, c'est qu'ils trouvent qu'il y a un intérêt de leur travail qui est énorme, avec aussi la tête un peu plus légère parce qu'ils sont beaucoup moins endettés et beaucoup moins préoccupés par les remboursements de leurs prêts. Alors, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que la mise au point de ces systèmes, elle repose sur la co-construction. C'est-à-dire que c'est souvent des petits groupes d'agriculteurs qui réfléchissent ensemble, qui testent ensemble. Il y a un outil qui existe qui s'appelle le G2E. Dans les années 50, les CETA, c'était ça, quoi. Et les agriculteurs, ils ont très bien su faire ça dans les années 50, se regrouper, comparer, tester ensemble, essayer d'avancer ensemble pour trouver des solutions dont on voit qu'elles ne reposent pas que sur l'exploitation, mais bien sur l'aménagement global aussi de l'écosystème cultivé. Et puis, il faut que les agriculteurs y aient intérêt. Alors, il faut qu'il y ait des intérêts, enfin, qu'ils en aient les moyens sur le plan économique. Parfois, ça veut dire des débouchés nouveaux, particulièrement dans les régions de grande culture. Hein. C'est parfois créer des filières qui n'existaient pas jusqu'alors. Et puis, sur le plan politique, ça peut être des contrats de transition agroécologique. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant du PSN. Malheureusement, on n'est pas allé vers ça. Et puis, je pense que, moi je passe mon temps de recherche à essayer de montrer que c'est économiquement c'est intéressant. C'est-à-dire, on ne peut pas lancer les agriculteurs sur des pistes qui vont dans le mur. Parce que les agriculteurs, ils vivent de leur activité. Je me souviens que c'est le ministre de l'Agriculture américain qui est en visite à AgroParisTech. Il y avait Stéphane Le Foll qui était là, j'en étais un petit groupe. Et il y avait plein d'étudiants qui expliquaient à Tom Vilsack qu'ils travaillaient sur l'agroécologie, etc., etc. Et puis, jusqu'à un étudiant qui dit moi je fais de la sociologie et en fait, je cherche à voir comment on peut changer la mentalité des agriculteurs pour qu'ils passent à l'agroécologie. Et là, Tom Vilsack, il a passé mon expression pété un câble, parce que j'ai commencé à trouver que c'était un peu, puis il leur a dit attendez. Ministre de l'Agriculture américain. Il leur dit vous comprenez, il y a quand même une chose vraiment importante qu'il faut avoir en tête, c'est que les agriculteurs, c'est leur job. C'est ça qu'ils me disaient, c'est leur métier, il faut qu'ils vivent de leur activité. Et on ne peut pas les envoyer sur une piste où on ne leur fait pas la démonstration qu'économiquement, ils ont intérêt à y aller, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que du point de vue de la recherche, il faut s'intéresser à techniquement ce qui est possible, mais en faire la démonstration économique, que c'est intéressant, que ça vaut le coup d'y aller. Et donc, c'est bien aussi, du point de vue de la recherche, d'avoir une démarche systémique et d'articuler, de ne pas séparer, puis de ne pas confondre économie et comptabilité. C'est-à-dire que la comptabilité, c'est une chose, ça cherche à calculer combien on va payer d'impôts, de MSA. L'économie, ça n'est qu'une autre. C'est vraiment comment on regarde le processus de production, sa traduction économique, etc. Et articuler ça de manière étroite avec les processus